Une boucle en programmation est une structure de contrôle qui permet d'exécuter un ensemble d'instructions de manière répétée tant qu'une condition spécifiée est vraie. Les boucles sont couramment utilisées pour automatiser des tâches répétitives et pour parcourir des ensembles de données. Nous allons en voir deux ensemble, la boucle for et la boucle while. Une boucle for est souvent utilisée pour parcourir une séquence. La séquence peut être une liste, un tuple, une chaîne de caractères, un dictionnaire ou tout autre objet itérable. Nous allons créer un fichier que nous allons appeler loop.py et dedans nous allons écrire nos exemples pour mieux comprendre les boucles. Nous allons écrire une liste de fruits. Nous allons utiliser la boucle for pour afficher chaque élément de notre liste dans le terminal. Donc nous allons écrire for f in fruit et dans le bloc du for, nous allons écrire d'afficher dans le terminal f. F qui contient à chaque tour de boucle un élément de notre liste. Donc premier tour de boucle, f contient pomme, puis ensuite banane, ensuite orange et enfin mangue. J'exécute mon code dans le terminal et nous voyons bien afficher pomme, puis banane, puis orange, puis mangue. Donc à chaque tour de boucle, f prend successivement la valeur de chaque élément dans l'ordre de notre liste. Pour parcourir une liste multidimensionnelle, nous pouvons utiliser des boucles imbriquées. Chaque boucle interne parcourt une dimension de la liste. Nous allons écrire une liste bidimensionnelle, c'est-à-dire une liste qui contient des éléments qui sont des listes. Donc mon premier élément est une liste, virgule. Mon deuxième élément est également une liste. Et le dernier élément que je vais écrire est aussi une liste. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une liste bidimensionnelle. Nous allons écrire une première boucle for pour accéder successivement à chaque ligne de notre matrice. For ligne in matrice. Pour que vous visualisez ce que contient une ligne, je vais faire print ligne. J'exécute mon code et vous voyez bien afficher à chaque tour de boucle une ligne de ma matrice. Donc premier tour de boucle, ligne vaut la liste 1, 2, 3. Deuxième tour de boucle, ligne vaut la liste 4, 5, 6. Et enfin, dernier tour de boucle, ligne vaut la liste 7, 8, 9. Et donc, ce que je vais faire, c'est parcourir chacune de ces lignes. Pour parcourir une ligne qui est une liste, on va utiliser la boucle for. Donc ici, je vais écrire for élément in ligne. Et donc, pour chaque élément de ma ligne, je vais l'afficher dans mon terminal. J'exécute mon code et nous voyons bien afficher, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à tour de rôle. Donc, comment ça fonctionne? J'utilise la boucle for pour parcourir chaque élément de ma matrice. Donc, au premier tour de cette boucle, ligne vaut la liste 1, 2, 3. Et donc, à ce premier tour de boucle, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle sur ma ligne. Et donc, sur ma ligne, celle-là, j'exécute une boucle qui va me récupérer les éléments un par un. Et qu'est-ce que je fais sur chaque élément? Je choisis de l'afficher dans le terminal. Donc ici, à chaque tour de cette boucle, va être affiché un élément de ma ligne. Donc 1, puis 2, puis 3. J'ai fini cette boucle, donc je passe au tour suivant sur cette boucle-là. Le tour suivant de cette boucle-là, ligne vaut la liste 4, 5, 6. Et donc, pour cette ligne-là, comme tout à l'heure, je vais récupérer dans cette boucle à chaque tour un élément. Et donc, ça va m'afficher 4, puis 5, puis 6. Et enfin, cette boucle-là va récupérer la dernière ligne et va la parcourir avec cette boucle-là. Donc, la première boucle permet d'accéder à chaque ligne de la matrice et la deuxième boucle permet d'accéder à chaque élément d'une ligne. Nous avons vu comment parcourir une liste. De la même manière, avec la boucle for, je peux parcourir un tuple ou un set. Je vais montrer un exemple avec un set. Et donc, en utilisant la boucle for avec le mot-clé in, je vais pouvoir accéder à chaque élément de mon set un par un. Donc, je vais mettre E pour élément. J'exécute mon code et nous voyons bien afficher Python, C++
et Java. Nous remarquons d'ailleurs que l'ordre n'est pas l'ordre dans lequel j'ai écrit mes éléments, car je rappelle que un set n'est pas ordonné. Je rappelle également que un set n'a pas d'indice, donc la seule manière d'accéder aux éléments d'un set, c'est d'utiliser la boucle for, comme nous venons de le voir. Donc je ne vais pas faire l'exemple avec le tuple, parce que je pense que vous avez compris maintenant. Maintenant, nous allons voir comment parcourir un dictionnaire. Je vais écrire un dictionnaire personne, qui va contenir un nom et un prénom. Lorsque j'utilise la boucle for avec in ici, ce que je récupère à chaque tour de boucle est la clé. Donc j'ai mis K pour key. J'exécute mon code et nous voyons bien afficher nom, prénom, qui sont les deux clés présentes dans mon dictionnaire personne. Si je veux afficher les valeurs, je peux tout simplement écrire à la place de key, personne, entre crochets, K. J'exécute mon code. Et cette fois-ci, nous avons bien les valeurs que nous récupérons grâce aux clés. La boucle for est également souvent utilisée avec la fonction range pour exécuter du code un certain nombre de fois. Si j'écris for x in range 10 et que j'écris comme instruction print repeat par exemple et que j'exécute mon code, repeat s'affichera 10 fois. Pourquoi 10? Parce que dans range, j'ai écrit 10. Si j'écris x pour voir comment évolue la valeur de x dans ma boucle et que j'exécute mon code, nous voyons que la valeur de x prend successivement les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Quand j'utilise la fonction range et que j'écris un numéro, x parcourt les valeurs de 0 à ce nombre non inclus, donc ici de 0 à 9. Nous pouvons également écrire deux nombres en paramètres de la fonction range. Je vais écrire for x in range 5,10 par exemple. Et je vais afficher x. J'exécute mon code et nous voyons que x prend pour valeur 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. Donc on parcourt les valeurs du premier nombre jusqu'au deuxième nombre non inclus. Et nous pouvons également écrire trois nombres en paramètres. J'affiche la valeur de x. Dans ce cas-là, on est ici, parce que le 9 ici, c'est le 9 de l'ancienne boucle. Nous voyons que x prend successivement les valeurs 5, 7 et 9. Donc la troisième valeur de notre fonction range correspond à l'intervalle qui sépare chaque valeur de notre boucle. Donc premier tour de boucle, il vaut 5, puis second tour de boucle, il vaut 7, parce que le pas est de 2. 5 plus 2 égale 7. Donc j'ai 7. Tour suivant, le pas est de 2, donc j'ai 9, car 7 plus 2 égale 9. Nous pouvons également parcourir une liste avec la fonction range en utilisant la longueur du tableau. Par exemple, je vais écrire for i in range len de ma liste fruits. Et je vais afficher chaque élément de ma liste fruits grâce à son indice i. J'exécute mon code et vous allez voir que ça va fonctionner correctement. Et nous voyons que nous avons bien tous nos éléments, pommes, bananes, oranges, mangue, affichés un par un grâce à notre boucle. Alors maintenant, pourquoi ça fonctionne? On a vu qu'avec range, lorsque nous écrivons qu'une seule valeur, notre variable, i dans ce cas-là, prendra à chaque tour de boucle les valeurs de 0 jusqu'au nombre écrit dans les parenthèses non inclus. Donc ici, la longueur de mon tableau est 4, car j'ai 4 éléments dans mon tableau. On peut regarder plus haut, nous voyons que nous avons 4 éléments, pomme, banane, orange et mangue. Donc, i va prendre successivement les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et quelles sont ces valeurs 0, 1, 2 et 3? Ce sont les indices de chaque élément de ma liste. Et si vous remarquez bien, le dernier élément d'une liste aura toujours pour indice la longueur de ma liste moins 1. Si ma liste a 6 éléments, le dernier élément aura pour indice 5. Et donc ça tombe bien ici, parce que la valeur de i va de 0 à la longueur de la liste moins 1. Donc en utilisant range et la longueur de la liste, nous pouvons parcourir la liste grâce aux indices des éléments. Mais ça ne nous avance pas à grand chose, car on savait déjà comment parcourir chaque élément de notre liste en utilisant for et in, sans avoir besoin de l'indice. Mais ce qui va être intéressant en utilisant range,
c'est que pourrait afficher un élément sur 2 par exemple. J'ai juste à écrire for i in range 0 len fruit et je mets un pas de 2. J'affiche les éléments. J'exécute mon code et vous voyez que maintenant j'ai affiché pomme et orange. Car si je vous montre ma liste, vous voyez que ça m'affiche pomme puis orange. Donc un élément sur 2 est affiché. Car j'ai mis une troisième valeur dans ma fonction range 2. Donc i prend successivement les valeurs 0 puis 2 et c'est tout. Puisque 4 n'est pas inclus. Si je veux en afficher 1 sur 3, j'ai qu'à écrire 3 ici. 1 sur 5, j'ai qu'à écrire 5, etc. Et donc je peux également utiliser les indices négatifs. Je vais vous montrer un exemple. Je vais utiliser les indices négatifs pour parcourir ma liste dans le sens inverse. For i in range -1. Et là, il faut se poser la question à quel indice négatif est mon dernier élément. Ici, mon dernier élément est un indice -1, -2, -3, -4. Qu'est-ce que c'est que la valeur -4 ? La valeur -4, c'est l'opposé de 4, qui est la longueur de notre liste. Donc, avec les indices négatifs, le premier élément aura toujours pour indice moins la longueur de la liste. Donc, je vais écrire moins len fruit. Et ensuite, je rajoute le pas qui est de -1. Il faut que je précise le pas -1 parce que je rappelle que par défaut, le pas est de 1. Donc, je vais de -1 jusqu'à moins len fruit, donc jusqu'à -4. Avec un pas de -1. Donc je fais -1, -2, -3, -4. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que la deuxième valeur écrite n'est pas inclue. Donc -4 ici n'est pas inclus. Donc je m'arrête à -3. Et donc le dernier élément ne sera pas affiché. Pour pallier cela, je vais lui demander de s'arrêter à moins length fruit -1. Comme ça, ici, ça vaut -5. Donc i s'arrêtera à -4, qui est l'indice du premier élément de ma liste. On va vérifier que tout fonctionne correctement. Et nous voyons qu'on a bien mangue, puis orange, puis banane, puis pomme. Donc on a bien réussi à parcourir notre liste dans le sens inverse en utilisant la fonction range. Et du coup, si à la place de -1, je mets -2, je pourrais parcourir dans le sens inverse un élément sur 2. Et bien évidemment, tout ce qu'on vient de voir qui fonctionne avec les listes fonctionnera également avec les tuples, car les tuples ont également un indice. Maintenant, nous allons voir deux instructions qui peuvent être utilisées dans les boucles, l'instruction continue et l'instruction break. On commence avec l'instruction continue. Elle est utilisée dans une boucle pour passer à l'itération suivante sans exécuter le reste du code dans le bloc de la boucle. On va faire un exemple ensemble pour que vous compreniez. Je vais écrire for i in range 5, if i égale 3, continue. Et ensuite, en dessous, j'écris print i. Faites attention, le print i n'est pas dans mon bloc if. J'exécute mon code et nous voyons afficher 0, 1, 2, 4. Pourquoi 3 n'est pas affiché? Car premier tour de boucle, i vaut 0, i n'est pas égal à 3, j'affiche. Deuxième tour, i vaut 1, toujours pas égal, j'affiche. Ensuite, i vaut 2, toujours pas égal, j'affiche. Puis vient le moment où i vaut 3. Cette condition vaut true, donc je fais continue. Qu'est-ce que fait continue dans une boucle? Continue dit arrête tout et passe à l'itération suivante. Donc c'est ce que mon code fait. Donc ça s'arrête ici et on passe à l'itération suivante, i égale 4. Et donc ici j'ai false, donc j'affiche 4. Maintenant, nous allons voir l'instruction break. L'instruction break en Python est utilisée pour sortir prématurément d'une boucle. Lorsqu'elle est rencontrée à l'intérieur du bloc de la boucle, l'exécution de la boucle est immédiatement interrompue. On va faire un exemple ensemble. For f in fruit, if f égale banane, break. Et ensuite, comme tout à l'heure, print f. J'exécute mon code. Et nous voyons afficher pomme. Pourquoi? Donc, je rappelle que ma liste contient pomme, banane, orange et mangue. Premier tour de boucle, f vaut pomme. Donc, cette condition vaut false. Et on exécute print f qui affiche pomme. Ensuite, f vaut banane. Cette condition vaut true. Donc, break, je sors de ma boucle. Avec la boucle for, je peux également utiliser l'instruction else. Et dans le bloc else, je pourrais écrire du code qui va être exécuté seulement si ma boucle n'a pas été interrompue. Par exemple, ici, je vais écrire else print
aucune interruption. Donc là, si j'exécute mon code tel quel, aucune interruption n'est pas affichée, car il y a eu une interruption avec le break. Mais si par exemple, à place de banane, je mets fig, donc fig n'est pas présent dans ma liste de fruits, donc break ne sera jamais exécuté. Et dans ce cas-là, si j'exécute mon code, aucune interruption apparaît, car le code du bloc else est exécuté seulement si ma boucle n'a pas été interrompue par break.